Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique de la faculté de droit virtuel de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité et ce mois-ci, nous avons retenu le droit communautaire avec notamment l'Union européenne qui est au cœur de l'actualité ce mois-ci en raison notamment de la ratification du traité de Lisbonne par les États membres. Alors pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Soldatos. Alors vous êtes titulaire d'une chaire Jean Monnet ad personam en droit européen à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et également professeur émérite de l'Université de Montréal. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette occasion. Alors, afin de resituer un petit peu les choses dans leur contexte, pour nos téléspectateurs, je rappelle que le traité de Lisbonne a été signé par les dirigeants européens le 13 décembre 2007, mettant ainsi fin à plusieurs années de négociations à propos de questions institutionnelles. Alors, le traité de Lisbonne ne remplace pas le traité CE et le traité UE en vigueur. Simplement, l'idée est de doter l'Union européenne d'un cadre juridique et de moyens nécessaires pour faire face aux enjeux futurs et répondre aux attentes des citoyens. Alors, l'usage veut que 3 questions vous soient posées. Alors, je vais commencer par la première. Le traité de Lisbonne fait de l'Europe une institution plus démocratique, plus transparente, plus efficace, alors avec notamment le renforcement des rôles à la fois du Parlement européen et des parlements nationaux et de permettre de faire entendre les prétentions des citoyens. Alors, les méthodes de travail et les règles de vote devraient être simplifiées, les institutions modernisées pour assurer effectivement le bon fonctionnement d'une Union à 27. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Voilà, effectivement, un des objectifs essentiels du traité de Lisbonne et de tout l'exercice qui a été amorcé à partir du traité de Maastricht qui annonçait une prochaine révision qui a été faite partiellement par le traité d'Amsterdam, qui a été poursuivi parce que le traité d'Amsterdam n'a pas réalisé ce qui était souhaité et nécessaire, et le traité de Nice a fait une part du chemin. Là aussi, ce n'était pas suffisant et on a décidé de lancer un traité constitutionnel qui, comme nous le savons, n'a pas été ratifié suite à des référendats aux Pays-Bas et en France négatifs. Et donc on est arrivé aujourd'hui, comme vous l'avez bien précisé, au traité de Lisbonne qui fait des pas, on pourrait dire positifs, en termes de renforcement démocratique, de réduction du déficit démocratique des institutions. Et sur ce plan, bien sûr, il y a les pouvoirs étendus nouveaux des codécisions, des co-législations du Parlement européen qui devient pour l'essentiel un co-législateur avec le Conseil, donc on voit un peu un système bicaméral, si on peut penser que le Conseil des ministres est une sorte de seconde chambre. Il y a aussi une progression dans le sens où il y a une extension du vote à la majorité qualifiée qui permet de prendre des décisions selon le dénominateur plus élevé que celui d'une unanimité dans certains domaines. Il y a également le rôle des parlements nationaux, nous pourrions peut-être y revenir, qui est vu par certains, mais pas par tous, en tout cas pas par moi, comme étant un élément de réduction du déficit démocratique. J'ai dit pas par tous, parce qu'en effet, dans la mesure où il y a un Parlement européen, c'est à ce niveau qu'il faut toujours se concentrer en termes de légitimité plutôt qu'une réinsertion des parlements nationaux. Il y a aussi également une certaine évolution dans le sens où on prévoit une initiative citoyenne d'1 million de citoyens représentant un nombre suffisant d'États pour pouvoir amorcer une initiative législative, c'est-à-dire suggérer à la Commission la proposition d'une mesure. C'est aussi important de relier de cette façon-là la population à l'œuvre de l'Union européenne, qui soit plus ouvert, plus visible, plus lisible ce processus. Donc il y a effectivement ces développements en termes de légitimité démocratique qu'on peut considérer comme positivement dans leur ensemble. Et il faut ajouter, et c'est essentiel, la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux qui, évidemment, assure que les institutions, parce qu'elles concernent les institutions de l'Union, vont agir quand elles légifèrent, quand elles réglementent, en tenant compte d'une charte moderne sur les droits fondamentaux, qui est peut-être la plus moderne selon les spécialistes, et donc on peut être rassuré que l'Union, elle agit dans le domaine législatif
qui touche, certains ont dit, à 80% de la vie socio-économique des citoyens, il est important qu'elle les fasse avec, si vous voulez, le filtre d'une charte de droits fondamentaux aussi moderne qui, à force constitutionnelle, et donc là, on a aussi achevé un processus de légitimisation accrue du processus de construction européenne. D'accord, très bien. Oui, ça me permet justement de rebondir sur cette charte des droits fondamentaux, parce que justement le traité de Lisbonne, normalement, fait de l'Europe une garante des droits et valeurs, de la liberté, de la solidarité, de la sécurité. Alors, il intègre, vous l'avez dit, donc la charte des droits fondamentaux dans le droit européen primaire, prévoit de nouveaux mécanismes de solidarité, garantit une meilleure protection des citoyens. Pourtant, à l'heure où ressurgit un petit peu cette directive controversée Bolkestein, eh bien, les inquiétudes des détracteurs finalement de la stratégie de Lisbonne, mais elles sont focalisées sur l'apparence faiblesse de la protection accordée aux ressortissants européens. Alors comment est-ce qu'on pourrait rassurer ces personnes? Sur le plan des droits fondamentaux, on peut être rassuré. De toute façon, on l'était déjà dans la mesure où la Cour de justice ou les juges communautaires avaient une jurisprudence constante qui défend les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit quand le juge communautaire a à évaluer, donc à juger de la validité, de la conformité au traité et au droit communautaire des actes communautaires. Et par la suite, les traités ont constitutionnalisé, entre guillemets, cette jurisprudence en reprenant les mêmes termes, défense des droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit. Et bien sûr, une charte donne plus de clarté, plus de visibilité, un catalogue de droits fondamentaux beaucoup plus étendu, beaucoup plus précis, beaucoup plus circonstancié et plus visible pour les citoyens. Maintenant, vous vous référez à des questions aussi qui sont plus sociales, de rassurer les citoyens que l'Europe garde toujours à côté de ses marchés libres, ouverture des marchés, quelque chose de différent d'une globalisation, c'est-à-dire garde toujours une protection d'un filet social. Et il y a eu des reproches lors du débat référendaire sur le traité constitutionnel, où on a trouvé que l'Europe n'allait pas assez loin dans le domaine de la protection sociale et qu'une rationalisation du milieu du travail pour des raisons économiques pourrait enlever un certain nombre d'acquis. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle des pays comme la Grande-Bretagne, il y a la Grande-Bretagne, la Pologne, la République tchèque, ultimement, qui ont obtenu une dérogation par rapport à la Charte des droits fondamentaux. En Grande-Bretagne, une des craintes, à mon avis injustifiée, mais qui était là, c'est qu'on ne soit pas soumis à des droits sociaux, parce que la Charte comporte aussi une partie, un volet fort important, pour ne pas être en difficulté dans des politiques nationales qui pourraient ne pas être tout à fait conformes à cette ouverture sociale, comme aussi économique, comme aussi des droits civiques, de la Charte des droits fondamentaux. Donc oui, effectivement, ceci dit, on déborde de l'institutionnel pour dire que l'Europe libérale existait depuis les traités de Rome, que ce débat est un peu en partie démagogique. Il y a l'ouverture des marchés, mais l'Europe a réussi quand même à établir beaucoup de politiques d'accompagnement dans le domaine agricole, le domaine social en général, industriel, l'accompagnement régional des fonds structurels, qui la démarque énormément des libéralisations qui ont été faites dans d'autres régions du monde, comme en Amérique du Nord avec l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, c'est vrai qu'il y a encore un progrès à faire, encore faut-il que l'Union européenne ait des compétences plus poussées, plus importantes en matière sociale, les États gardant à ce niveau le contrôle des politiques sociales. Pour l'essentiel, on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas faire ce qu'on ne lui a pas laissé faire ou en ne lui donnant pas suffisamment de compétences et de rôles dans ce type de domaine. Donc, mais il y a un débat qui va au-delà des droits fondamentaux, sens droits politiques, civiques et libertés fondamentales, vers un certain nombre de droits sociaux, et c'est rassurant que la Charte en parle. Très bien. Et alors enfin, pour parler de l'Europe au sens large, le traité de Lisbonne a bien fait d'elle un acteur clé sur la scène mondiale. Alors pour permettre effectivement à l'Europe de faire clairement entendre ses prétentions auprès de ses partenaires mondiaux. Alors ça passe notamment par la nomination d'un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui sera également vice-président de la Commission, une personnalité juridique unique, et puis également on parle beaucoup en ce moment président de l'Union européenne. Donc quels seront alors à votre avis les apports de ces différentes institutions? Alors, vous avez parlé du haut représentant. Il faut dire que le traité de Lisbonne a
ce n'est pas le traité, c'est des États, certains États membres, on perd 2 mots dont on avait prévu d'un tel constitutionnel et ministre des Affaires étrangères. Vous allez me dire que ce n'est pas la terminologie qui compte, mais effectivement, il y a une symbolique qui peut, surtout vis-à-vis du monde extérieur, identifier l'Europe ayant un ministre des Affaires étrangères. Maintenant, on l'appelle haut représentant, comme celui actuel, mais avec un rôle accru d'être en charge de la politique étrangère et des sécurités communes, mais être en charge aussi des relations économiques extérieures. Il s'intègre comme super commissaire qui cumule à la fois la fonction de haut représentant pour les affaires étrangères et de sécurité comme aujourd'hui, mais les fonctions aussi d'un commissaire chargé de toutes les politiques internationales à caractère socio-économique, d'aide au développement, etc. Donc il y a une certaine concentration aux mains de ces hauts représentants des fonctions de politique étrangère et des relations économiques internationales. Ils bénéficient de cette autonomie dont bénéficie indépendance la Commission dans son ensemble. Ceci dit, il y a encore un certain nombre de difficultés dans la mesure où on a voulu d'un côté cristalliser une figure, un personnage et à la fois un rôle, mais en même temps, il ne faut pas ignorer que le président de la Commission a des rôles de visibilité en politique internationale et que le président que aujourd'hui le Conseil européen annonce trouver, enfin le 19 novembre, a aussi un rôle de représentation internationale. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine polyarchie, que vous avez le haut représentant, le président du Conseil européen, et également, jusqu'à un certain point, le président de la Commission. Donc, est-ce qu'on a suffisamment cristallisé? Je crains qu'il y ait une certaine cohabitation qui risque d'être difficile. Il faut aussi dire que c'est important d'avoir des institutions claires et, en l'occurrence, un responsable de la diplomatie internationale de l'Union, mais c'est plus important de penser à développer le contenu, la politique étrangère qui soit suffisamment cohérente. Et donc l'institution facilite, c'est un instrument, mais n'est pas le contenu. Donc on pourra avoir un haut représentant dans une Europe qui n'est pas suffisamment unifié autour des questions internationales, et donc il parlera d'un langage diplomatique ou d'une langue de bois qui ne sera pas plus efficace. Et donc c'est vrai, un jour Kissinger avait dit « Donnez-moi le nom, un numéro de téléphone pour m'adresser aux représentants des politiques internationales européennes ». Il n'y avait pas, on disait pour plaisanter qu'on lui apporte un bottin téléphonique, il y avait tellement de gens. Aujourd'hui, il y a un effort de cristallisation, mais déjà il y a une polyarchie à 3 au minimum, qui peut poser des problèmes. Et on reste aussi avec le contenu. Est-ce que l'Europe, on l'a vu dans des questions internationales, elle est souvent profondément divisée. Il y a des tendances, ce qui est normal, mais qui n'est pas, si vous voulez, ce dont l'Europe a besoin. Pour être une Europe puissance, il faut un ministre des Affaires étrangères ou il faut un haut représentant, mais il faut surtout avoir une cohésion des visions et un contenu qui soit en mesure de dialoguer avec le reste du monde. Et le reste du monde, les grands partenaires et concurrents de l'Europe sont des États avec des institutions étatiques, dont fortes malgré toutes les faiblesses, aux États-Unis, au Japon, à Chine, les Indes. Il y a là un aspect de structuration institutionnelle beaucoup plus fort, évidemment, par des institutions étatiques, dont l'Europe est en retrait. Mais il y a ce progrès que vous avez souligné et qu'il faut qualifier quant aux résultats de contenu qu'il faut y voir ou espérer. Donc vous diriez plutôt quand même des avancées grâce à ce traité Des avancées, il y a ces avancées qu'on a abordées rapidement dans les limites du temps qui nous est imparti, mais il y a aussi encore un certain nombre de faiblesses. Par exemple, on a un Conseil européen qui est aussi un élément de la gouvernance de l'exécutif, on a une commission qui est l'exécutif aussi. On a un conseil des ministres qui a aussi le rôle des gouvernementaux. Vous avez là aussi ces problèmes de polyarchie. Vous avez une branche supranationale du gouvernement européen qui est la Commission. Vous avez des acteurs intergouvernementaux qui est le Conseil européen. Il y a là une difficulté de clarifier une structure, je dirais, unique, exécutive, gouvernementale, face à un Parlement, dont une gouvernance exécutive vis-à-vis d'une gouvernance législative. Il y a là encore une ambiguïté, une hésitation. On avait pensé qu'il fallait que la Commission devienne l'exécutif. Aujourd'hui, on lui met à côté un Conseil européen qui a aussi des rôles et on lui met aussi un président du Conseil. Donc il y a une sorte de cohabitation
qu'en France on connaît très bien, qui pourrait poser un certain nombre de problèmes. Ceci dit, on peut se réjouir surtout que le Parlement européen se confirme dans ce rôle de co-législateur et donc pourrait essayer d'établir un équilibre entre ce qui pourrait être plus autonome, plus supranational, Commission, Parlement européen, et ce qui serait évidemment aux mains des États dans le domaine du Conseil européen et du Conseil des ministres. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclaircissements, alors qui, j'espère, auront permis de mieux appréhender ces questions européennes à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de l'occasion de m'adresser à votre auditoire très averti. Merci beaucoup. Merci bien. Et alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir davantage d'éléments, eh bien, vous êtes l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages et d'articles juridiques ou plus philosophiques, traitant à la fois de la relance de la construction communautaire, des relations de voisinage à 27, des cultures et des langues en Europe. Donc, je vous laisserai découvrir l'ensemble de ces éléments. Plus récemment également, vous avez donné une conférence, alors le vendredi 20 novembre 2009, organisée par le Centre d'études européennes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 sur le thème Traité de Lisbonne, quelle perspective pour l'Union européenne. Alors, c'est une conférence qu'on pourra retrouver bien sur le site de la Faculté de droit virtuel. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, autrement dit l'année prochaine, pour un nouveau magazine.